moi, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, à la suite de cette tendance de ROI, de rentabilité, etc., il faut que le marketeur soit capable, avec un peu d'aplomb, de dire j'ai investi tant et j'ai ressorti tant en revenus. Malheureusement, beaucoup de choses au marketing sont réduites à ça. Faut pas perdre de vue le reste, mais ça reste quand même le nerf de la guerre quand tu vas parler au reste de la C-suite, au board et tout ça. Et donc, pour matcher le input et le output, il faut un attribution model. Il est différent dans toutes les boîtes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de collaborer. Après, je pense que Salesforce a réussi à tomber sur un truc assez solide qui est basé sur deux grands métriques. Si vous suivez les contenus qu'on produit avec Bulldozer, donc que ce soit aussi bien ce podcast avec Conquête, sur LinkedIn, notre newsletter ou directement sur notre site web, vous savez qu'on aime partager nos dernières astuces pour augmenter l'acquisition, la conversion, bref, générer plus de business. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est très sous-estimé, notamment sur des sujets de conversion, c'est votre signature email. Votre signature email, c'est un moyen très simple de pouvoir personnalisé auprès des prospects de votre choix. C'est pour ça que c'est très puissant pour des campagnes d'ABM notamment. À titre d'info, sur les campagnes ABM qu'on utilise chez Bulldozer auprès de nos clients, la signature email, ça peut être jusqu'à 36% de taux de conversion sur des contenus. Donc c'est vraiment très très élevé. C'est pour cette raison qu'on a choisi Signetic en partenaire de Conquête. Signetic, c'est une solution de personnalisation d'email qui vous permet de déployer des signatures pour tous les collaborateurs en quelques clics seulement. Il y a une intégration native avec Google Workspace et Microsoft 365. C'est connecté à votre CRM. Vous avez aussi la possibilité de créer directement vos designs dans Canva et de les déployer dans l'outil. Bref, c'est très puissant, très simple d'utilisation. Et avec le code Bulldozer20, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l'outil. Merci à Signetic de proposer cette offre pour les auditeurs de Conquête. Allez, on attaque l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice Grasset, qui est ex-Marketing Field Director de Salesforce, c'est bien ça, et désormais part-time CMO. On va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé dans Conquête, qui est le field marketing. Alice, bienvenue, merci d'être là déjà pour commencer. Merci pour l'invitation, Jordan. Vu que c'est la première fois qu'on aborde le sujet du field marketing, est-ce que tu peux présenter ce que c'est ? C'est une grande question à laquelle j'essaye de répondre depuis quelques temps. À vrai dire, le field marketing, on en voit dans toutes les entreprises et pourtant, il n'y a pas de vraie définition officielle. Et c'est marrant parce que c'est un sujet que j'étudie beaucoup en ce moment, presque avec un aspect de recherche, une approche de recherche en faisant des entretiens avec plein de professionnels du field marketing pour essayer de définir exactement ce que c'est. Quand tu googles field marketing, on va te parler de placement produit dans les supermarchés, on va te parler de donner des flyers dans la rue, c'est pas exactement ce qu'on connaît dans le milieu B2B de la tech. Oui. Donc c'est une définition un peu différente, mais souvent elle est simplifiée en disant que c'est le travail des mini local CMOs, donc des personnes qui vont être les experts d'un marché en particulier et qui vont faire partie d'une leadership team locale et avoir la main sur toute la stratégie marketing d'un marché, la responsabilité du PNL, la responsabilité d'un budget et d'un ROI pour un marché particulier. Ok, donc concrètement, peut-être un truc qui peut aider, c'est tu reportes à qui et qui te reporte ? Très bonne question. Alors, généralement, il va y avoir un Head of Global Field Marketing qui va reporter au CMO et qui sera un peu la personne en charge du revenu. Et sous ces personnes, il va y avoir, en fonction de comment l'entreprise est organisée, quelle est la taille de l'entreprise, peut-être un responsable EMEA qui après va avoir un responsable France, un responsable Germany, etc. Ou alors, si c'est une plus petite entreprise, directement les quelques pays clés qui vont reporter directement au responsable global. Mais ça a vraiment généralement une approche géographique. Ok. Et donc, parce que tu vois, moi, je me dis, ok, tu es responsable d'un marché, mais en fait, au sein de ce marché, il y a des initiatives, je sais pas, il peut y avoir des initiatives paid, des initiatives SEO, des initiatives, etc., etc. Pourtant, j'ai pas le sentiment que c'est typiquement le genre de personne qui reporte à quelqu'un sur la partie field marketing. C'est généralement plutôt des personnes qui reportent sur des enjeux d'acquisition, etc. En revanche, il y a souvent des event managers, typiquement, qui reportent à des field marketeurs. Du coup, où est-ce que tu traces la ligne de ce qui est du côté du field ou pas, tu vois ? Oui, très bonne question. C'est une question que tout le monde se pose dans toutes les entreprises, de trouver cet équilibre entre le field marketing et puis des fonctions qu'on appelle souvent centrales ou des fonctions support ou des Center of Excellence. Le rôle du field marketer,
quelle que soit l'organisation, c'est-à-dire si l'acquisition est sous lui ou à l'extérieur, quel que soit le rôle, l'organisation de l'entreprise au niveau marketing. Mais l'acquisition peut être dans le field marketing. Ça peut l'être, ça dépend. Okay, oui, okay. On l'a vu, on le voit parfois, mais ça peut aussi être séparé. Mais en tout cas, le rôle du field marketer, ça va être d'harmoniser et de faire travailler tout le monde vers l'objectif de la région en particulier. Donc, souvent, on dit que la personne en charge de l'acquisition pour une région, elle est un peu en dotted lines en reporting sous un field marketer. En tout cas, dans les grosses entreprises, c'est comme ça, parce qu'au final, c'est le field marketer qui est vraiment en charge et qui a la responsabilité du succès du marketing et qui va être face aux sales à dire ok, c'est bon, on a fait nos chiffres ou non, alors que la personne en charge de l'acquisition va peut-être être un peu plus un expert backstage qui va s'occuper d'optimiser des campagnes et voilà. Et donc le but du field marketer, c'est un peu un chef d'orchestre qui va essayer de rameuter toutes les ressources du marketing pour venir s'aligner à sa stratégie locale. Ok. Bon, toi, donc, tu étais chez Salesforce. Oui. Donc, très grosse organisation, etc. Donc, je pense que c'est aussi des organisations qui sont très matures sur ces sujets. Toi, les gros chantiers que tu pilotais, pour donner des exemples peut-être de ce qu'il y avait à l'intérieur de ton job, quoi. Ouais, alors j'ai passé 10 ans chez Salesforce et notamment les presque 8 dernières années, je les ai passées à être en charge du field marketing pour une région qu'on appelait Emerging Markets, donc Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Israël. Et sur cette région, le gros chantier, ça a été juste de commencer à faire du marketing. Quand je suis arrivée, il y avait rien, il y avait très peu de clients, il n'y avait pas de ressources marketing, il n'y avait pas la moindre campagne, il n'y avait pas la moindre présence événementielle. Donc le chantier, c'était juste d'aller copier chez les voisins et de commencer à mettre en place un marketing mix à peu près viable pour supporter la croissance voulue côté sales sur cette région. Ouais. Donc je disais que c'est une organisation mature, mais finalement pas sur le marché que tu adressais. Oui, tout à fait. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait presque une approche start-up dans la grosse boîte, puisqu'on mettait tout en place, mais en même temps, on pouvait bénéficier déjà d'une magnifique image de marque, de produits déjà existants, et puis de plein de playbooks et de best practices sur tous les sujets de campagne, de marketing, d'événementiel, etc. Mais donc, le gros chantier, c'était vraiment d'établir la marque Salesforce dans ces nouveaux marchés, comme n'importe quelle startup pourrait juste commencer par établir la marque tout court dans leur premier marché. Ouais, focus 0 to 1 en fait. Ouais. Ok. Du coup, toi, en termes d'objectifs, de KPI, etc., c'était quoi tes... Globalement, c'était l'ARR, c'était l'ACV chez Salesforce, Annual Contract Value. Salesforce, comme beaucoup de startups B2B, SaaS, était une boîte très focus sales. Donc, c'est dans le nom d'ailleurs. Voilà, il y a un petit hint si jamais tu n'es pas sûr en rentrant dans la boîte. C'est une boîte qui est fortement drivée par les sales et donc toutes les fonctions support sont tournées vers les quotas des sales. Donc, encore plus quand tu es en field marketing et que tu es en charge d'une région, ton objectif, c'est l'objectif du head of sales de la région, point barre. Alors après, à partir de ce quota, on va venir calculer s'il faut tant en ACV, combien il faut en pipeline, et donc combien il faut de lead, et donc combien il faut faire de campagnes, etc. Donc tu fais un petit rétro-planning. Mais pour autant, si à la fin de l'année, toi, t'as atteint tous tes quotas, mais le quota sales n'est pas atteint, c'est pas la fête. Voilà. Même si tu considères que la partie marketing a été faite, au final, le vrai nerf de la guerre dans une boîte comme Salesforce, c'était l'ACV. Et donc, dans ce cadre, le field marketer va être plutôt tourné héroïste, très focus sur la data. Un investissement doit apporter un output et donc comment on match ces campagnes à un retour sur investissement, tout en essayant de naviguer évidemment aussi des problématiques de brand awareness dans les marchés. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment comme un local CMO, quoi. Donc il faut être un peu sur tous les fronts et en même temps s'assurer que le chiffre suive derrière. Oui, en même temps tu dis local CMO, la zone est quand même assez vaste. En effet. Non mais tu vois, et surtout que tu parlais de certaines zones, géographiquement, elles sont quand même assez loin d'autres zones. Donc, culturellement, c'est pas la même culture, etc. Donc, local CMO, tu vois, bon.
Oui. Alors, bon, sur la région Emerging Market, c'était un peu une anomalie parce que c'était un marché qui était un groupe de marchés. Mes peers avaient qu'un seul pays. Donc, il y avait aussi un field marketing director pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, où là, tu ressens plus l'ambiance locale CMO. Moi, c'est clair que c'était international CMO d'une sous-partie du monde, mais en effet, 90 pays, des cultures très, très différentes, de l'Afrique du Sud à l'Israël et de la Pologne aux Émirats, les façons de faire du marketing, les façons de vendre changent beaucoup. Et donc, encore une fois, on revient aux problématiques de t'es presque un CMO d'une région, et donc comment tu vas placer tes curseurs des différentes ressources que tu as, des différents leviers marketing à ta disposition pour aller atteindre les objectifs dans chaque région. Et du coup, comment tu fais ? Il n'y a pas de formule magique, comme dans tout le marketing, je pense, tu sais. Mais écoute, ça commence, encore une fois, comme on commence toujours un petit peu à partir des sales, on commence par regarder le marché adressable, le TAM dans chaque région, ainsi que le revenu qu'on a déjà. Donc, est-ce qu'on est déjà bien implanté ? Est-ce qu'il y a des industries particulières qui marchent bien dans un pays particulier ? Et puis, où est-ce qu'on veut arriver dans chacune de ces sous-régions ? Donc, nous, on avait découpé Afrique, Middle East, Europe de l'Est et Israël. Donc, déjà, tu avais 4 sous-régions, avec chacun vraiment un pays phare qui était là où on concentrait 90% de notre attention. Donc déjà, à partir de là, tu découpes un petit peu ton marché, en fait, comme tu le ferais quand tu segmentes une audience. Et puis à partir de là, et tu vois les ressources que tu as en main. Donc, c'est combien de people, combien de budget, mais aussi pas seulement tes reports directs. On revient à ce qu'on disait juste avant. Toutes les personnes qui sont dans ces fonctions centrales qui sont supposées t'aider. Et puis à partir de là, comment tu maximises le ROI, tu regardes tes données historiques, etc. Et tu crées une stratégie marketing comme la classique, comme un CMO ferait. Mais avec un petit focus juste sur un marché. Comment ? Parce que tu vois là, effectivement, tu mentionnes beaucoup le fait que tu as une responsabilité locale. En même temps, comme on le disait aussi, c'est des régions qui sont quand même assez spécifiques, donc vous les avez divisées. Du coup, comment est-ce que toi, tu gères le local versus global, tu vois, c'est notamment d'un point de vue organisationnel, les ressources au sein d'une équipe, tu penses que c'est quoi les ressources, tu vois, avec le recul ? C'est important, celles-là, de les avoir en global. Celles-là, par contre, il faut absolument les avoir en local. Et c'est dans le cadre de ma recherche sur le field marketing, c'est une question que je pose à tout le monde, et je me rends compte qu'il n'y a pas encore une fois de formule magique, et que c'est vraiment le nerf de la guerre du field marketing, c'est de trouver cet équilibre entre le global entre les fonctions centrales qui s'occupent du monde entier et les fonctions vraiment locales field. Et en fait, j'ai l'impression que dans les entreprises, il y a un peu des cycles où ils essayent de trouver cet équilibre, et en fait, ils sont constamment en train de pencher vers l'un ou vers l'autre et de revenir. Donc il y a des cycles un petit peu on va faire beaucoup plus du local, puis il y a trop de local, on va refaire beaucoup plus du central, expert et tout. Et donc, le but, c'est juste de naviguer un petit peu ce balancier de droite à gauche de manière la plus harmonieuse possible, sans trop disrupter les équipes. Mais c'est vrai que rien que chez Salesforce, sur les 10 ans que j'ai passé, on voyait très très bien qu'à peu près tous les 2 ans, ça basculait plus sur on va tout centraliser, on va faire des fonctions d'excellence et on va avoir que des experts, et ils vont délivrer sur tous les marchés. Puis on se rend compte que c'est pas possible en pratique, et donc en fait il nous faut plus de gens en local pour adapter ces décisions globales. Et puis après il y a trop de gens en local, on n'a plus assez d'expertise, et donc voilà, le cercle infini. Ok, je vois. Oui, finalement, j'ai l'impression que finalement c'est ça le challenge, quoi. C'est arriver un peu à trouver l'équilibre, mais c'est un work in progress non-stop en fait. Je pense que c'est un peu ça, ouais. Et après, comme je le disais, encore une fois, le but du field marketer, quelles que soient les ressources qu'il a, c'est d'aller taper dans les ressources centrales pour venir bénéficier des connaissances, des campagnes globales, etc., et de venir les localiser et les rendre relevant dans les marchés qu'il gère. Ok. Je te disais tout à l'heure que pour moi, tu vois, dans les responsabilités du field, il y a un gros sujet autour des events, etc. J'ai l'impression qu'en plus de ça, chez Salesforce, il y avait une grosse stratégie événementielle. Bon, vous avez déjà vos événements internes. J'imagine que vous participez à des salons. Moi, l'event, c'est un truc sur lequel j'ai pas du tout d'expérience.
c'est quoi tes conseils, tes recos, etc. sur comment gérer ce truc-là? J'ai beaucoup d'expérience en event pour le coup. Alors Salesforce, il y a beaucoup de gens en interne qui disent en blague que c'est une boîte d'événementiel qui happen to sell software, donc qui vend du logiciel sur le côté. Il y a beaucoup d'événements chez Salesforce, c'est une grosse partie de la stratégie marketing. Juste avant de rentrer dans les détails de conseils et tout ça, je veux juste dire par rapport au field marketing, c'est vrai que souvent il y a une conception que le field marketing égale events. Pour moi, c'est pas du tout le cas, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais souvent, l'event va relever du scope du field marketer parce qu'il est là, il est dans le pays déjà, et c'est quand même un peu plus simple que d'envoyer des gens dans le monde entier. Et donc, ça a du sens que les events soient généralement sous le field marketing. Donc, maintenant que j'ai dit ça, sur le sujet des events en particulier, donc chez Salesforce, on avait un bon mix effectivement de events first party, donc organisés par Salesforce, ainsi que des events third party, donc les gros Vivatech et les gros salons NRF, Web Summit et tout ça, exactement. Je pense que sur mes 7-8 ans sur Emerging, j'ai dû organiser une bonne centaine d'événements avec à chaque fois entre 1000 et 5000 personnes à gérer. Donc, on a un peu le rôle de gentil animateur, Géoclub Med, babysitter de 5000 personnes. Mais voilà, il y a plein de conseils à suivre. Déjà, un très bon rétro-planning, une très bonne organisation, s'entourer de bons vendeurs, de bonnes agences locales qui vont venir. Parce que c'est pas, quand on organise un événement Salesforce, c'est pas des gens de Salesforce qui vont aller construire une scène, des booths, etc. Tu fais appel à beaucoup de prestataires. Donc s'entourer de beaucoup de prestataires assez solides et qui ont une expérience locale. Moi, j'ai toujours mis le point sur le fait de prendre des vendeurs, des agences d'événements locales qui connaissent les hôtels locaux, qui connaissent les catering locaux, etc., plutôt que de faire appel à une boîte américaine qui dit oui, on a une portée globale, mais en fait, ils n'ont aucun pouvoir de négociation, ils connaissent personne, ils se prennent le tarif touriste à Dubaï et tout ça. Voilà. Donc, il y a un peu de ça, mais après... ce qui est hyper important dans l'événementiel, c'est de faire, en tout cas dans le contexte B2B SaaS, c'est pas de faire juste un événement pour faire un événement, parce que c'est facile de remplir une salle où tu donnes de la nourriture gratuite à 2000 personnes, tu t'appelles tous tes cousins et les étudiants du coin, et voilà, là c'est facile. Le but, c'est vraiment de se focus sur la qualification des attendees, et dans ce cadre, nous on avait une approche, encore une fois, assez poussée sur la data, qui était de se dire, quand on fait un event, on va vouloir que environ 30% des attendees soient des clients existants et 70% des prospects en moyenne. Pourquoi on veut un bon mix? Déjà, on veut que les clients viennent donner un peu d'excitement et qu'ils parlent aux prospects et qu'ils fassent des retours d'expérience, etc. C'est de la crédibilité. Mais les clients, c'est aussi potentiellement des opportunités de cross-sell, upsell. Donc, on veut qu'ils soient là. Et puis, en plus, on va avoir tendance à les mettre, à les placarder partout sur des posters, à les mettre on stage pour qu'ils viennent, encore une fois, donner un peu leur social proof des produits Salesforce. Et après, on veut des prospects parce qu'on veut quand même que cet événement, il ait un ROI de nouveaux clients qui rentrent chez Salesforce. Et donc, on va vraiment faire attention à avoir cette balance. Et donc, avec ça, il te faut un bon CRM. Lol. Ce qui était facile chez Salesforce, mais donc on regardait effectivement le pipeline existant, et donc on va faire en sorte que s'il y a un prospect avec de l'open pipe, on va être sur son dos pour être sûr qu'il soit à l'événement, et voilà, donc avoir un peu en tête qu'il y a quand même un objectif derrière l'événement, probablement de générer de nouveaux clients, de nouveaux prospects, et que c'est pas juste une grande fête avec des clients existants qui n'ont aucune intention d'acheter plus, peut-être. Voilà. Ok. Donc, même les prospects, tu sélectionnes quand même le petit type de prospect que tu vas faire venir, etc. Oui, un petit peu. En vrai, les événements Salesforce, alors on a la chance encore une fois, bénéficier d'une marque incroyable, et que tout le monde sait qu'un événement Salesforce, c'est un bon moment. Et donc, la plupart du temps, ils sont sold out. Donc, on a le luxe de pouvoir un peu choisir qui peut venir. Alors après, ça reste des événements publics. C'est un peu first come, first serve. Donc, si tu te connectes au début de l'inscription, on va pas
on va pas t'annuler ton inscription, mais par contre, c'est vrai qu'en interne, on drive vraiment tous les sales et les commerciaux et les BDR à prioriser certaines listes, certains comptes pour être sûr qu'on a ce bon mix prospect-client et aussi cette bonne représentation de pipeline existant versus pipeline à créer. Vous refusez personne? En théorie, non. On a déjà refusé quand on était vraiment à guichet fermé et qu'il y avait encore des clients qui voulaient venir. Ça nous est arrivé de refuser, par exemple, des partenaires qui ne sponsorisaient pas. Puisqu'on offre aux partenaires la possibilité de sponsoriser l'event. En théorie, on les laisse venir, mais ils sont dépriorisés s'il y a d'autres clients qui veulent venir. Ça nous est arrivé de revoir des listes et de se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants ou des gens qui cherchent des emplois. Et vraiment, un événement Salesforce, c'est pas vraiment là que tu vas chercher du boulot. Donc, ça nous est déjà arrivé aussi d'annuler des inscriptions. Et puis après, il y a déjà eu des histoires de gens bourrés à l'entrée, de gens qui venaient avec un nouveau-né. On a eu, et on était là, c'est pas très safe pour un nouveau-né comme environnement. Voilà, donc il y a 2-3 petites anecdotes comme ça, mais globalement, ça reste un événement ouvert à tous. Les humains, quoi. Ouais. C'est un truc classique. Oui, voilà. Après, il y a toujours des weirdos et des trucs comme ça. Ok, excellent. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Bon. Particularité aussi, c'est que donc, toi, tu avais un rôle plutôt exec en Europe pour une boîte US. En plus de ça, tu gérais donc, la partie emerging market, etc. Concrètement, c'est quoi, j'ai envie de dire les avantages et inconvénients, mais c'est peut-être une question un petit peu trop vaste. Tu vois, c'est quoi la liberté que tu avais et les contraintes que tu avais sur le fait d'être en Europe pour une boîte US qui cartonne là-bas et qui est en train d'essayer d'ouvrir des choses avec toi, tu vois. Alors, les avantages, c'est encore une fois que tu es dans une belle boîte américaine qui a déjà fait une grosse partie du sale boulot, de créer un super produit, une belle image de marque, etc. Et donc, de venir ouvrir un nouveau pays quand ses bases sont déjà fondées, c'est sûr que c'est une partie qui est un peu prémâchée, donc c'est hyper intéressant. Après, effectivement, ça reste une boîte très, très américaine où... beaucoup de grandes décisions sont prises aux US, que quand tu es en Europe, tu es peut-être un tout petit peu déconnecté. Tu dirais que tu subis les décisions qui sont prises aux US ? Alors, je dirais pas subir parce que globalement, j'ai trouvé que Salesforce a pris des bonnes décisions dans les années que j'y ai passées, mais tu pourrais les subir si tu n'étais pas en accord avec ce qui s'est passé parce que tu n'as pas vraiment de voix pour aller dire non. Alors, nous, j'étais quand même pas trop loin du management, du leadership marketing aux US. Donc, il y a quand même cette possibilité de venir pushback sur certains trucs, mais il faut vraiment bien choisir tes combats, quoi. Donc, mais globalement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des décisions relativement sensées qui ont été prises chez Salesforce. On le voit avec le succès de la boîte aujourd'hui. Mais après, il y avait aussi des avantages. Je pense que en Europe, mais aussi d'autant plus parce que moi j'étais sur des marchés un petit peu cachés sur le côté, c'est que on peut un petit côté pas vu pas pris, on peut un petit peu plus je l'ai pas vu venir non mais on peut un peu plus disons on peut un peu plus expérimenter et jouer un petit peu avec les règles de brand, je dis on n'a rien fait d'illégal, hein, mais je veux dire bien sûr. Tu vois quand t'as des playbooks de brand, etc., qui sont hyper cadrés, millimétrés, quand t'es à l'étranger, tu peux un petit peu expérimenter plus. Et d'ailleurs c'est déjà arrivé de
qu'on découvre des innovations qui marchent bien juste en expérimentant un peu plus et qui, au final, soient adoptées aux US. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, le fait d'être en Europe, ça reste un marché qui a une croissance interne un peu plus rapide, un peu plus importante les dernières années qu'aux US, où là, ça commence un peu à se stabiliser. Donc, il y avait aussi toutes les opportunités de croissance de carrière, dont j'ai énormément bénéficié personnellement, puisque j'étais la plus jeune femme directeur chez Salesforce en Europe. Donc, très, très vite, en fait, si vous voyez que tu prenais les responsabilités et que ça continue à délivrer, ok, vas-y. Oui, en fait, il y a tellement de marge que forcément, tu grimpes et machin. Voilà, il y a tellement de choses à faire, ça ne manque pas de travail. Il n'y a personne qui se marche dessus en termes de responsabilité, donc ça, c'est intéressant. Ouais, ça, pour le coup, c'est un peu l'avantage des grosses structures, quoi. C'est-à-dire que tu as un poste CMO dans une minuscule structure, bon, tu sais que quoi qu'il arrive, les possibilités, elles sont quand même assez limitées, quoi. Donc, ok. Et donc, justement, pour parler aussi de plus petites structures, donc toi, t'es passé de Salesforce à maintenant tu fais du part-time CMO et tu bosses avec beaucoup de startups scale-up, voilà. Pourquoi ? Parce que ça avait l'air d'être cool, Salesforce. Ouais, c'est cool. Pourquoi ? C'était hyper cool. J'y ai passé quand même 10 ans, de mes 21 ans à mes 31 ans. Donc, c'est pas commun quand même dans une carrière dans la tech, d'autant plus de passer autant de temps dans une seule boîte si tôt dans sa carrière. Ouais. Et encore une fois, ça montre, c'est témoin du fait que Salesforce, c'est une super boîte, une boîte géniale pour être un marketeur, et on apprend énormément de choses, et j'ai pas trop vu ces 10 ans passés. Mais au bout d'un moment, il fallait quand même que je me challenge un petit peu. Je me suis rendu compte que j'apprenais peut-être un petit peu moins. J'étais un peu en mode croisière à répéter les quarters et les années et les events et tout ça, donc une envie d'apprendre un peu plus, et aussi de découvrir un peu plus des boîtes plus petites où tu peux vraiment avoir un impact sur des sujets qui concernent l'entreprise dans son entièreté, tu vois, des sujets de tools, des sujets de process, des choses comme ça, et donc ça, c'est ce qui m'intéressait. Et puis en parallèle, je vais parler de Product Market Fit. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de me parler, de me demander comment vous faites ça chez Salesforce, comment t'organises ça, comment tu fais tes revues de pipe et tout ça. Et donc je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a un sujet un peu de consulting, de advisory sur ces boîtes. Et en fait, j'ai pris cette décision, et j'ai l'impression que depuis, tout le monde est passé en fractional CMO. Donc, je sais pas, il y a eu un switch depuis début 2024 où beaucoup de monde fait ça. Mais il y a quand même beaucoup de demandes sur le marché pour des personnes en freelance qui sont un peu experts marketing, qui peuvent à la fois avoir des expertises très ciblées dans un sujet particulier du marketing, ou alors une expertise plus de leadership et de direction et de stratégie. Et donc moi, je me situe peut-être un peu plus de ce côté-là. Mais voilà, j'ai très vite vu qu'il y avait de la demande, et donc je trouvais ça intéressant de matcher ça avec ce que j'avais envie de faire et de découvrir. Super. Et du coup, bon, effectivement, en plus des CMO part-time, on en connaît en commun, Emmanuel, Jolan, Antoine, des personnes qui sont passées dans ce podcast. Comment t'expliques globalement qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers ce type de... C'est totalement subjectif, hein. Il n'y a pas de bonne réponse. Subjectif. Non, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que c'est un bon tuyau déjà pour les marketeurs de pouvoir être confrontés à plusieurs entreprises et d'apprendre beaucoup plus. Le fait d'être freelance, tu as cette liberté aussi liberté un peu plus de gérer ton temps, de choisir tes clients, de choisir avec qui tu travailles. Et puis on se rend compte que malgré tout, il y a aussi de la demande. Puisqu'il y a tant de part-time CMO qui arrivent, c'est qu'il y a quand même de la demande aussi sur le marché, parce que sinon on va tous mourir de faim dans pas très longtemps. On se rend compte quand même que beaucoup d'entreprises ont besoin de faire appel de manière hyper flexible à un freelance marketing de temps en temps, que ce soit pour des missions d'intérim, des missions très courtes d'advisory sur une demi-journée, on a ce problème, on fait un workshop, ou alors sur du plus long terme en fractional CMO, et voilà, donc la demande est là, et quand il y a de la demande, une offre se crée en général naturellement. Oui. Mais, bon, ok, moi ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur... tu vois, on a parlé de pourquoi effectivement il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en part-time, et bon, ok, effectivement parce qu'il y a de la demande et tout, mais ça m'intéresse aussi de savoir, selon toi, pourquoi depuis
je sais pas, moi j'ai l'impression que ça fait 2 ans où vraiment il y a une grosse croissance. D'ailleurs, une data assez intéressante, c'est que l'année dernière, donc 2023, c'est vraiment de la data récente, les postes de leadership marketing en freelance ont pris plus 93% aux US. Donc, on voit bien en fait que, ok, il y a un truc qui se passe sur les postes leadership marketing, tu vois. Qu'est-ce qui fait que auparavant, c'était même pas une question, en fait, les postes de leadership, c'est vraiment du CDI, t'es là, voilà. Et qu'aujourd'hui, comme tu disais, il y a de plus en plus de boîtes, même qui font appel à toi sur vas-y, viens, on se prend une demi-journée, on machin. Qu'est-ce qui pousse les boîtes à prendre ces options-là ? Je sais pas, pour être honnête. Je sais même pas si c'est vraiment une bonne nouvelle pour le marketing en général, parce qu'il y a aussi quand même une tendance un petit peu de perte de confiance envers les CMO. Il y a aussi on parle de data, il y a aussi la data que le CMO et le C-level qui a la plus courte durée de vie moyenne dans une entreprise, voilà. Donc il y a peut-être un trust qui s'est cassé et que du coup les entreprises se disent aussi que ils sont plus ouverts à se dire tant pis, ce sera pas un engagement long terme avec cette personne, mais plutôt que je vais avoir un ROI rapide parce que la personne qui vient pour 6 mois ou 12 mois, ils ont envie d'avoir un impact et ils ont envie de créer quelque chose sur une durée limitée, donc ils vont peut-être être un peu plus au taquet, je sais pas, mais c'est clair que c'est à double tranchant. C'est pas 100% sûr que ce soit une très très bonne nouvelle pour les marketeurs très exec, dans le sens où il y a peut-être aussi cette perte de confiance, quoi. Mais tant mieux pour ceux qui sautent le pas et voilà. C'est clair. Mais tu dois en savoir aussi quelque chose puisque c'est quand même le cœur de ton métier chez Bulldozer. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, non mais en fait. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une perte de confiance. Après, je pense aussi que aujourd'hui, on souhaite de plus en plus des CMO experts et que, en fait, tu vois, t'es une boîte B2B qui fait 50 millions de CA par an, admettons, et qui veut passer le cap des 100. En fait, des personnes qui ont eu une expérience de leadership, qui ont vécu le passage de 50 à 100 millions et qui font du B2B, il n'y en a pas des masses. Et étant donné que c'est des profils qui sont rares, tu te dis, en fait, aujourd'hui, j'arrive pas à les trouver. Et quand tu n'arrives pas à trouver des personnes que tu peux loquer, tu te dis, en fait, j'ai une option B qui est plutôt de m'appuyer sur du leadership as a service, sur des personnes sur des périodes assez courtes qui vont venir, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est un peu un espèce de mix de ces sujets-là, en fait. Ouais. Et bonne chose, mauvaise chose, tu vois, parce que tu disais, je suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle pour les marketeurs. Je sais pas, honnêtement. Mais je pense que ça révèle aussi quelque chose qui est un peu une incompréhension du rôle profond du marketing, qui est c'est important que, tu vois, le marketing, c'est vraiment une compréhension, c'est marketing, tu vois, c'est la compréhension parfaite du marché, des produits, des machins et tout, et ça se fait pas comme ça en fait. Et donc, tu vois, c'est un peu ce challenge de ok, on a besoin de performances un peu court terme et du coup on va venir quelqu'un qui va venir avec son playbook, qui va dérouler son playbook sur les 6 prochains mois, et en même temps oui, c'est une recette un peu toute faite qui n'est pas très adaptée à notre, tu vois, je suis pas en train de servir ma paroisse en disant ça, mais tu vois, c'est là où effectivement c'est un peu je trouve que c'est un peu le challenge du moment, tu vois, c'est un peu ce challenge là, je trouve, pour la plupart des boîtes. Mais je suis hyper d'accord, tu as vraiment mis le point dessus, c'est le côté les attentes du marketing. Parce qu'il n'y a pas vraiment de définition du marketing, elle évolue tellement vite. Les attentes du CMO, elles sont complètement insensées. Généralement, tu vois, genre, quand tu es un CFO, c'est assez clair ce que tu dois faire, tu vois. Quand tu es un head of sales, c'est aussi assez clair. Globalement, dans toutes les boîtes, c'est la même chose, tu dois aller vendre. Quand tu es un chief product officer, tu crées un produit. Le marketeur, il va avoir ce rôle un peu hybride entre... Tu dois quand même être un data expert, mais tu dois être créatif, mais tu dois être un leader, tu dois avoir une stratégie, tu dois connaître ton marché, tu dois connaître tes clients. Enfin, et je pense que cette évolution du métier du marketing qui va aussi avec les évolutions technologiques dans tous les sens qu'on doit gérer, sur lesquels on doit se former au quotidien, met le CMO en porte-à-faux dans beaucoup d'entreprises. Tu vois,
je pense que tu vois qui c'est, Dave Gerhardt, tu vois pas Dave Gerhardt, bon, c'est ancien CMO de Drift, Privy, etc. Il a une communauté en ligne, etc. Bon, bref, tu vois, CMO, quoi. Et il a une phrase que je trouve vraiment très vraie, c'est le meilleur hack de carrière en marketing, c'est bosser pour un CEO qui comprend le marketing. Bon, Salesforce, le CEO comprend très très bien le marketing, il n'y a pas de galère. Ouais. Mais en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens qui font du marketing chez Salesforce ont de belles carrières aussi. C'est parce qu'ils ont tellement baigné dans un environnement où ce que doit faire le marketing n'est pas à défendre. Tu vois, tu n'as pas besoin de défendre l'intérêt du marketing. La boîte s'est construite aussi. C'est un given, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup trop sous-estimé de la part des CMO, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la durée de vie des CMO est aussi courte, c'est que la grande majorité des CEO ne comprennent pas le marketing. Et donc, toi, tu t'y vas un peu en te disant « Super, je vais bosser dans une super boîte, etc. » Mais en fait, ça ne me prend pas parce qu'il n'y a juste pas de vision. Tu vois, et moi, je pense vraiment que bon, tu vois, nous, évidemment, on peut subir ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on bosse rarement en direct avec les CEO, on bosse avec les CMO. Et du coup, les CMO, quand ils font appel à nous, ils ont une vision. Ils savent ce qu'il faut pour dérouler la vision. Et ils nous disent, voilà ma vision et voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Et nous, du coup, derrière, c'est nickel, tu vois. Parce qu'on travaille en direct avec quelqu'un et voilà. Mais je pense que c'est vraiment le point. Cette phrase, tu vois, elle semble anodine de le meilleur hack de carrière, c'est de bosser pour un CEO qui comprend le marketing. Mais tu vois, c'est une phrase toute bête. Mais c'est tellement vrai. D'accord, c'est clair. Voilà, bon, bref, on va fermer cette parenthèse. Au vu du coup de là, toi, donc aussi bien l'expérience Salesforce que maintenant, le fait d'être dans des boîtes un peu plus petites, mais en forte croissance aussi, c'est quoi globalement, au-delà de CMO part-time, etc., c'est quoi un peu les grosses tendances que tu observes sur le marché du B2B et du marketing ? Eh bien, il y a une grosse tendance qui est quand même que c'est plus la fête aux investissements et à l'argent qui tombe dans tous les sens. Donc, il y a quand même une approche de la profitabilité, du ROI, on va plus spend growth at all cost. Ça, on n'entend plus trop dans les startups, les scale-up. Là, on essaye d'avoir une croissance un peu plus pérenne, un peu plus stable et saine, basée sur une bonne partie d'organique. On essaye de pas dépendre juste d'un canal d'acquisition qui coûte super cher. Et donc voilà, peut-être une croissance un petit peu plus raisonnée sur toutes ces scale-up B2B qui doivent maintenant essayer d'un peu de survivre par elles-mêmes. Et donc ça change beaucoup de choses dans le marketing. Je pense que, encore une fois, on revient à ces problématiques de ROI, d'être capable d'avoir un attribution model qui marche à peu près... Attention, j'ai dit un gros mot. Ouais, non, mais d'être capable voilà. Attribution, on n'en parle pas. D'être capable d'à peu près attribuer un ROI à un investissement dans le marketing va être super important. Et à ce titre, on voit énormément de produits qui vont aider là-dedans. Donc évidemment, il faut un CRM très solide, wink wink. Mais il y a aussi toute une suite d'outils qui va te permettre un petit peu de relier toutes les actions de ton buyer journey à un investissement initial. On va pas rentrer dans les détails d'attribution model, il n'y a pas de perfect recipe. Non, mais ton avis. Bon, donc on peut en parler, on en parle. Vas-y. Déjà, moi, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, à la suite de cette tendance de ROI, de rentabilité, etc., il faut que le marketeur soit capable, avec un peu d'aplomb, de dire j'ai investi tant et j'ai ressorti tant en revenus. Malheureusement, beaucoup de choses au marketing sont réduites à ça. Faut pas perdre de vue le reste, mais ça reste quand même le nerf de la guerre quand tu vas parler au reste de la C-suite, au board et tout ça. Et donc, pour matcher le input et le output, il faut un attribution model. Il est différent dans toutes les boîtes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de collaborer. Donc, c'est là où je dis qu'il n'y a pas de recette magique. Après, je pense que Salesforce a réussi à tomber sur un truc assez solide qui est basé sur deux grands métriques.
marketing driven pipeline et marketing influenced pipeline. Donc en fait, tu as une partie vraiment qui a été sourcée par le marketing et une partie qui est une partie d'influence. Et donc après, tu peux mettre tout un tas de règles pour définir ces deux catégories de pipe qui vont probablement différer en fonction de la taille de ton entreprise, de la durée de ton sales cycle, de ton produit, etc. Mais globalement, sourced, c'est il a rempli un formulaire sur du SIM, il a parlé à un SDR, il y a eu une opportunité, il s'est passé très peu de jours entre les deux, il n'y a pas eu beaucoup d'autres interactions, on peut dire que c'est sourced. Et puis influence, là ça va plutôt être il y a ce contact, il est rattaché à cette opportunité dans le CRM et on voit qu'il a une campaign history, il a téléchargé cet e-book, il est allé à cet event, il a fait un sales meeting, un webinar, et après tu vas prendre le total de l'opportunité puis tu vas le distribuer sur toutes les sous-campagnes en fonction du poids que tu considères être plus important. On considère que si la personne s'est déplacée à Dreamforce pendant une semaine à San Francisco pour écouter la messe Salesforce et se faire laver le cerveau, ça a plus de poids que s'il a cliqué sur une webpage random à un moment. Voilà. Et donc, tu distribues ça très clairement. Vraiment, genre, t'as une opportunité à 100K, tu vas dire 50 c'est Dreamforce, 20 c'est le webinar, 10 c'est ça et tout. Et puis après, du coup, quand tu cliques sur ton Dreamforce, t'as toutes les opportunités que t'as influencées. Et il faut quand même des gros outils, des beaux... En vrai, il faut un beau CRM, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a un peu de travail de data. Ouais. Et puis une fois que t'as défini ça, marketing driven pipeline, marketing influence pipeline, en fait, t'as un cadre qui parle aux sales. Ils savent, tu vois, genre, ah oui, ce pipeline, je le reconnais, c'est dans mon portefeuille de clients. Et effectivement, il a bien fait tout ça. Donc, OK, effectivement, il y a une influence marketing. Et donc, on met tout le monde d'accord avec ces deux grands métriques. Ce pipeline, ensuite, converti en revenus. Donc, tu as du marketing sourced ACV et du influence ACV. Et c'est là que tu arrives après à rematcher le ROI. OK. C'était très intéressant, j'ai envie qu'on creuse un tout petit peu ce truc-là. Okay. Donc, notamment le marketing driven pipeline. Ouais. Donc, tu as mentionné deux trucs, c'est le first touch marketing et le time to close. Ouais. Tu dirais que c'est vraiment les deux facteurs qui jouent le plus sur marketing driven ? Ouais, encore une fois, pas de magic recipe. C'est comme ça qu'il a été défini chez Salesforce. Ça se trouve, ça a encore changé depuis que je suis partie. Ouais, ça se défend. Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais ça se défend. En fait, ouais, c'est plus tu regardes la durée de ton sales cycle. Si globalement une opportunité a été créée, parce que généralement dans les entreprises B2B SaaS, t'as un SDR qui a un SLA où il va rappeler ton lead dans les 5 minutes. Donc on peut. Et puis une fois qu'il a appelé le lead, il va créer l'opportunité ou ne pas la créer. Il va pas se passer 50 000. Alors après, si elle n'est pas créée, il va se passer d'autres choses. Et dans ce cas-là, ça basculera peut-être sur du influenced. Oui, voilà. Mais en tout cas, quand on voit très bien que le process, ça a été ça et que le SDR a créé l'opportunité juste quand le lead est arrivé, on peut dire que, ouais, c'est sourcé par le marketing. Donc ouais, first touch plus time to... Not time to close, mais time to create the opportunity. Quoi. Ouais. Non mais voilà, moi je trouve que ça se défend et ok, c'est intéressant. Et par contre sur la partie influence, il y a quand même un sujet, c'est que à la fin tu vas forcément te battre sur le split sales versus market. Oui, alors c'est intéressant parce que chez Salesforce, du coup, ils ont aussi adressé ça Donc je te reprenais l'opportunité à 100K là, que tu distribuais. Elle était également distribuée sur les sales touch. Donc en fait, on avait l'historique, quand tu regardais n'importe quelle opportunité, tu vois l'historique de tout ce qui s'est passé sur cette op. Et ça, tu l'as sur Salesforce ou sur HubSpot ou sur ton CRM, normalement, toutes les données de est-ce qu'il y a eu des calls, des meetings, est-ce qu'il a fait des événements, téléchargé des trucs. Et après, il y a eu quand même un gros workshop auquel je n'ai pas participé, c'était aux US, mais entre sales et marketing pour se mettre d'accord sur le poids relatif d'un sales meeting versus un Dreamforce versus un webinar, etc. Et pour être honnête, encore une fois, Salesforce étant une boîte très sales focus, le poids, on reconnaît clairement le poids d'un sales meeting est bien plus important évidemment que il a téléchargé ce white paper, voilà. Donc on est quand même assez lucide sur la distribution du. Oui, mais ça a un impact sur les objets.
Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, si jamais tu as des objectifs, les KPI marketing sont sur du influence pipeline, tu vas vouloir naturellement faire en sorte que le poids du market sur l'influence soit plus important. Pas forcément, parce que, en fait, moi, ce que je recommanderais si quelqu'un qui écoute a envie de mettre ça en place, c'est de commencer par regarder des données historiques en se disant, bon, bah, on va se mettre d'accord avec les sales, on va dire 20% pour les sales meetings, 10% pour les events, whatever. Et puis, on va regarder ce que ça donne sur les données historiques. Et puis, à partir de là, en fait, tu mets en place ton objectif à partir de ça. Donc, tu te dis, bon, bah, si, en fait, en moyenne, dans le passé, le poids de l'influence marketing, on l'attribue à environ 30% du total de l'opportunité, en moyenne sur toutes les opportunités. Et ben, moving forward, l'objectif du marketing, ça va être de maintenir ces 30% d'influence. Et donc... si c'est basé sur des données historiques et que tout le monde s'est mis d'accord sur le poids, au final, c'est pas des valeurs absolues. Donc, après, on se dit, c'est ça notre objectif, c'est un pourcentage du total et on maintient les mêmes tendances, quoi. Très bien. Bon, moi, je fais un petit disclaimer maintenant qu'on a machin, mais le Influence Pipeline, je trouve que c'est une super métrique que je recommande à beaucoup de nos clients et je trouve que c'est une métrique qui est hyper intéressante parce que les débats sur l'attribution, à partir du moment où tu raisonnes en influence, le débat il devient beaucoup plus sain, je trouve. C'est particulier, tu vois. Mais là où normalement ça se base sur ah oui, mais en fait en first touch, c'est moi, oui, mais en last touch. Non, mais viens, on raisonne en influence et on regarde le poids des machins, hein, et en fait, c'est bon, t'as pas à faire tes preuves. Les preuves, elles sont là. T'as influencé les deals, etc. Et donc, je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant. Et là, en réalité, je creuse, c'est pas pour challenger le bien même fondé du fait d'influencer, c'est pour comprendre un peu comment ça se passait, parce que tout le monde y va un peu de ces petites théories et machin, et donc je trouve que c'est très intéressant. Donc, fonctionnement au pourcentage, je trouve ça très très bien. Et après, donc, il y a aussi un truc que je trouve particulièrement intéressant, c'est, je reprends l'exemple de Dreamforce, la personne est venue aux US et tout, a priori, voilà. Ça permet aussi d'identifier en collaboration avec les sales les deals sur lesquels il y a une probabilité que tel touchpoint vienne déclencher le pipe derrière, etc. Et là, il y a une vraie collaboration qui se met en place entre les équipes. Et oui, évidemment. Alors, encore une fois, là, c'est... On parlait des trends il y a 10 minutes, mais une grosse trend, c'est l'AI, évidemment. Après, il y a tout plein de choses que tu peux faire sur de l'analyse de data à très, très grosse échelle avec de l'IA qui montre qu'en fonction des différentes campagnes, on a de l'historique de ce type d'activation va augmenter le potentiel de closing ou va augmenter la taille de l'opportunité. Et donc, on arrive à faire des choses complètement incroyables. Mais ça, bon, c'est la grosse machine Salesforce qui arrive à mettre ça en place. C'est pas à la portée de tout le monde dans l'immédiat, mais je pense qu'il va vite y avoir des tools un peu comme ça pour faire de la prédiction de quel est le next best touch marketing et ou sales. Ouais, totalement. Et oui, effectivement, bon, Salesforce, il y a du volume, il y a de la data, il y a les équipes et tout, donc enfin voilà, il y a cet avantage-là que des plus petites organisations, bon, ça sera peut-être un peu biaisé, ça sera peut-être un peu machin, mais bon, ça donne au moins les directions. Moi, je pense, de toute façon, l'objectif, c'est identifier les tendances, donc voilà. Très bien. Je reviens sur ma question des tendances. Tu as mentionné le sujet de l'IA, c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement ou... Comme tout le monde, il faut s'y intéresser, sinon il y a de la FOMO de dingue. Après... nous, ce qui était intéressant, encore une fois, chez Salesforce, c'est que l'IA, c'est pas très nouveau. Chez Salesforce, ils ont quand même mis en place, alors c'était pas de l'IA générative, mais dans un premier temps, il y avait beaucoup d'IA prédictive depuis 2017, je crois, où on a lancé Einstein, qui était le module IA de Salesforce. Donc ça faisait déjà un petit peu partie de notre quotidien de marketeur, tu vois, d'utiliser l'IA, par exemple. C'était trop cool, on utilisait Marketing Cloud. Tu veux faire une campagne où tu veux envoyer un message à ta database, toi, tu t'écris le message et puis ta database va décider est-ce que cette personne préfère les emails, les LinkedIn, les SMS ou un phone call, et puis est-ce qu'il préfère le recevoir à 18h un mardi ou à 7h le mercredi, et puis il va t'optimiser toute la distribution, the right message in the right place at the right moment. Et donc il y avait plein d'outils déjà super cool qu'on avait l'habitude d'utiliser chez Salesforce. Maintenant avec l'IA générative,
on voit des choses hyper exciting et puis on voit aussi des choses assez inquiétantes dans le métier du marketing, du contenu vraiment de plus en plus basique où tu vois à 1000 km que ça a été pondu par de l'IA ouais, il y a du positif, du négatif comme dans tout, mais en tout cas, j'essaye de me maintenir à la page parce que j'ai beaucoup de FOMO de la vitesse à laquelle tout va. Ouais. Et toi? Non, mais tu vois, justement, j'allais faire une remarque sur le fait que tu dis c'est inquiétant de voir des contenus basiques et tout, mais moi, au contraire, je trouve ça très bien parce que ça laisse la place aux vrais marketeurs, tu vois. Ouais. En fait, moi, je le vois. Moi, je vois le truc hyper positivement en me disant, mais de toute façon, moi, les entreprises où je vois les contenus basiques, le truc, on voit à 1000 km que c'est écrit par IA, en fait, viens pas m'adresser la parole. Juste, tu vois, c'est complètement blend, tu vois. La différenciation en deviendra que plus simple si tant est que tu as un être humain qui est écrit et qui est fait. Ouais. Totalement. Et du coup, moi, je trouve que pour le coup, ce play-là, il laisse de belles opportunités au marketing, en fait. Ouais, c'est vrai. Ah, donc, et juste une petite anecdote drôle sur l'IA en parlant de field marketing. Donc, un gros sujet du field marketing, c'est aussi les enjeux de localisation et de traduction. Donc là, l'IA est everywhere et sauf que tu te rends compte des limites quand, par exemple, avec un des clients que je travaillais, il y avait un mot en anglais, en gros, ils font de la téléphonie et donc le mot c'était crystal clear phone quality. Devine comment l'IA a traduit crystal clear. Une qualité d'appel d'une clarté cristalline. Et là, genre, tu sais, il y a quelqu'un d'une agence de traduction aux US qui envoie ça aux francophones en mode voilà, on vous a tout traduit. T'es là, genre. Oui. Clarté cristalline, tu veux qu'on aille sur le marché, notre scale-up avec ce mot-là. Donc non, bon, il y a des limites sur tout ça et j'espère qu'il y aura toujours des entreprises sensées et des humains qui pourront regarder ce qui se passe. Mais c'est la preuve que ça remplace pas, mais ça peut aider. Mais ça peut aider, évidemment. Tu vois, pour le coup, au lieu que tu tapes la traduction à la main, t'as juste eu à corriger ce genre de petites erreurs et tout. En fait, ça a fait le job. Tu vois, donc, d'un point de vue productivité, c'est quand même intéressant. Tant que tu gardes le regard sur le 10% qu'il faut faire pour... Ouais, je suis 100% d'accord. C'est quoi les next steps pour toi ? Alors, big news, je vais rejoindre les rangs d'une super scale-up qui s'appelle Partout, que je sais tu connais bien, qui est une entreprise qui fait des solutions de e-réputation pour les retailers, petits et grands. Donc, je vais rejoindre leur rang en tant que CMO. C'est une boîte qui est en expansion de dingue, notamment à l'international. Donc, c'est un petit peu mon sweet spot. Je rejoins un CEO, Thibaut Renouf, qui est formidable et j'ai super hâte. Donc voilà, la suite en septembre pour lancer tout ça, mais je compte bien être toujours très présente dans l'écosystème du marketing en France. Et puis aussi, grosse next step, c'est un cours sur le field marketing, parce qu'on en parle aujourd'hui. Et je vous ai dit, j'ai une approche de recherche, presque de thésarde du marketing. Mais tout ça, je vais pas le garder juste pour moi dans ma chambre. Je vais en faire un cours sur la plateforme Unlock M, qui a été aussi embarquée par Emmanuel Kleinman, que tu connais bien aussi et où tu fais partie aussi du projet. Tout à fait. Ce cours viendra aussi courant octobre sur le marché et j'ai super hâte de partager tout ça et de mettre des définitions une bonne fois pour toutes sur le field marketing au-delà de c'est mettre du shampoing dans le bon sens dans les rangs des supermarchés. Et oui, c'est vrai que c'était ça, tu disais la définition quand tu tapes sur Google. Voilà. Tout à fait. Super, bravo, félicitations déjà pour ça. Et puis hâte moi aussi également de voir la formation, parce que du coup je suis également au sein de l'écosystème Unlock-M, donc voilà. Très cool. Pour les personnes qui veulent te contacter, on les envoie sur LinkedIn. Ouais, LinkedIn, Alice Grasset, je suis assez facile à trouver et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, des choses comme ça. Je suis très abordable, très simple. Super. Eh ben, merci beaucoup Alice. Merci à toi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi, et merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!